Les combinaisons de chargement. L'objectif de ce module est de montrer comment on peut combiner de façon astucieuse ce que l'on a vu sur les conditions rives de symétrie et d'antisymétrie pour traiter des problèmes d'éléments finis de grande taille et qui présenteraient un plan de symétrie. Donc, pour illustrer, nous allons commencer avec un cas très simple. Ici, supposons que j'ai une poutre encastrée libre soumise à une charge de 2P. Je vais appeler LC0 cette situation-là. LC, c'est pour load case. Ça va faire référence aux commandes Nastan qu'on va voir un peu plus tard, qui sont reliées à ce dernier. Donc, pour les besoins de la cause sur LC0, je vais dire que dans LC0, je vais avoir des déplacements, et des forces. Okay? La solution de mon problème ici va me donner des forces et des déplacements. Maintenant, en élément fini, on travaille en petits déplacements, on travaille avec des matériaux qui sont linéaires, élastiques, isotropes, dans le cours ici, ce qui fait en sorte qu'on peut faire des combinaisons linéaires de tous les chargements puisque chacun des problèmes est linéaire. Donc, en principe, si j'ai une charge de 2P, je pourrais solutionner 2 fois un problème avec une charge de 1P et additionner les forces et déplacements de ces deux problèmes-là et ça me donnerait la solution de mon problème de 2P. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ça parce que pour un code de calcul par élément fini, solutionner un problème avec une charge de 1P ou une charge de 2P, c'est les mêmes opérations, c'est le même temps de calcul. Donc ici, c'est juste pour illustrer le concept. Maintenant, on va regarder un problème un peu plus compliqué. Ce serait celui où on aurait la structure qui est à gauche sur mon écran, qui a un plan de symétrie sur laquelle j'ai une charge morte, répartie également des deux côtés. Du côté gauche, j'ai une charge P, et du côté droit, j'ai une charge distribuée. Comme mon problème présente un plan de symétrie matérielle, je peux réaliser un maillage par élément fini que de la moitié de la structure. Ce qui est important de se rappeler ici, c'est que, rappelez-vous, en élément fini, on solutionne F égale KU, et F et U sont les forces et déplacements sur les nœuds du modèle. Donc, si je me fais un modèle d'élément fini que de la moitié de ma structure, je ne peux pas connaître les forces et déplacements de manière explicite ou directement sur le côté de la structure qui n'est pas maillé, parce que je n'ai pas d'élément fini, je n'ai pas de nœud à cet endroit. Mais on va voir qu'en combinant de façon astucieuse différents chargements, avec des conditions rives de symétrie et d'antisymétrie, on peut arriver à calculer la solution de notre problème des deux côtés de la structure, même si on n'a pas mis des éléments finis pour représenter toute la structure. Donc, si on regarde sur le schéma qui est ici, je réalise un modèle d'éléments finis de ma structure où je ne modélise que la moitié de la structure. Donc ici, pour illustrer, donc ça c'est demi-structure. Okay? Donc j'ai la moitié de ma structure qui est modélisée ici. Évidemment, donc au plan de coupe, je dois venir rajouter des déplacements parce que autrement, ma structure ne sera pas en équilibre. Et comme j'ai coupé, il y a des déplacements ou des efforts internes. Donc sur le plan où je viens de couper, je dois absolument mettre des déplacements. J'ai représenté en pointillé le reste de ma structure qui n'est pas maillée pour illustrer la démarche de solution. Je rappelle, dans la partie pointillé, je n'ai pas d'élément fini, je n'ai pas de nœud, donc je ne peux pas obtenir la solution du côté pointillé avec un maillage d'éléments finis de la moitié de ma structure. En tout cas, pas directement. Donc, on va combiner différents chargements pour arriver à résoudre ce problème-là. Donc, considérons le chargement que je vais appeler ici 0, load case 0, où j'aurai, encore une fois, la moitié de ma structure modélisée. Je viens représenter ici la partie qui n'est pas maillée, que ça sert que pour l'illustration, et je viens émettre ici ma charge distribuée. Maintenant, si je viens mettre des conditions aux rives de symétrie sur mon plan de symétrie, donc je vais mettre ici sim pour dire que je vais mettre des conditions aux rives de symétrie sur mon plan de symétrie, la solution que je vais obtenir serait celle que j'obtiendrais si j'avais de l'autre côté de mon maillage d'élément fini, une charge distribuée. Ça, c'est le chargement LC0. Dans le chargement LC1, je vais me représenter encore une fois la même structure avec mon appui. La partie n'est pas maillée, mais que je représente que pour illustrer. Et sur ce modèle d'élément fini-là, je vais mettre une force P concentrée. Sur mon plan de symétrie matérielle, je vais venir mettre des conditions rives de symétrie. Et ça, c'est comme si j'avais de ce côté-là
une charge P qui était symétrique. Donc ici, c'est très important. Je rappelle, dans mon modèle d'éléments finis que je viens de faire, j'ai maillé que la moitié de ma structure. Et sur ma structure, sur le plan de symétrie, j'ai mis des conditions rives qui correspondent aux conditions rives de symétrie qu'on a vues dans la capsule précédente. La solution que je vais obtenir de ce problème-là, c'est celle que j'aurais obtenue si j'avais maillé ma structure au complet et que si cette structure-là présentait un plan de symétrie au niveau du chargement. Donc, très important ici, le fait que je mette des conditions rives de symétrie fait en sorte que j'obtiens sur la partie maillée la solution du problème que j'aurais obtenu si j'avais maillé toute la structure avec une charge P qui serait symétrique de l'autre côté. Très important encore, dans la partie en pointillé, il n'y a pas d'élément fini, je ne connais pas les forces et déplacements dans la partie pointillé. Par contre, je connais ceux dans la partie que j'ai représentée comme si la partie pointillé existait. Parce que j'ai mis des conditions rives de symétrie et ou d'antisymétrie, on le verra dans les prochains exemples, sur mon plan de symétrie matérielle. Donc, continuons avec nos cas de chargement. Donc, je me définis un cas de chargement numéro 2 avec une force P vers le bas. Et ici, je représente la partie qui n'est pas maillée, encore une fois, que pour les besoins d'illustration. Là, ici, je vais venir mettre des conditions rives d'antisymétrie sur mon plan de symétrie matérielle. Et ça, la solution que j'obtiens dans la partie qui est maillée serait celle que j'aurais obtenue si la partie qui n'est pas maillée existait. Je vais considérer le cas de chargement LC3. Et ici, la structure. Je vais venir mettre ici une charge distribuée et des conditions rives de symétrie sur mon plan de symétrie. Ça, c'est équivalent à avoir une charge W symétrique de l'autre côté. Encore une fois, la solution que j'obtiens dans ma partie maillée, ce serait celle que j'aurais obtenue si j'avais maillé toute ma structure qui présenterait une charge W qui aurait été symétrique. Maintenant, je vais considérer le cas de chargement LC4. Donc, avec mon appui, encore une fois, la charge W sur cette dernière et ma partie pointillée. Et je vais mettre ici des conditions rives d'antisymétrie. Et là, la solution que j'obtiens du côté qui est maillé, c'est la solution que j'aurais obtenue si j'avais eu une charge W qui serait antisymétrique à la charge W du côté gauche de mon dessin. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de connaître la solution de tout mon problème du côté gauche et du côté droit de la structure. Donc, du côté gauche, je vais appeler la solution de mon problème LCF1. Donc, je vais avoir ici que LCF1 va être égal. Donc, du côté gauche de ma structure, j'ai la charge morte. Donc, je vais avoir ici LC0. Maintenant, si j'additionne LC1 et LC2, du côté gauche, j'obtiens 2P. Du côté droit, j'obtiens 0P. Donc ici, si je veux avoir la solution du côté gauche, je vais mettre une demi LC1 plus L2. Maintenant, si je veux tenir compte de la force W qui est distribuée, je vais maintenant additionner encore une fois une demi, parce que si j'additionne, je vais avoir 2 fois W. Sauf que cette fois-ci, je veux que du côté gauche, W disparaisse et que du côté droit, j'ai W. Donc, je vais avoir ici plus une demi. Ici, j'aurai LC3 moins, cette fois-ci, LC4. Donc ça, si je combine tous ces chargements-là, ça va me donner ici la réponse de ma structure du côté gauche qui correspond ici à LC1. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est de connaître la réponse du côté gauche de la structure. Donc, du côté gauche, ça peut paraître un petit peu plus compliqué. Ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est de revoir le problème d'une autre façon. Imaginez que vous tournez la structure de 180 degrés. Ce qu'on aura dans ce cas-ci, donc on aura une charge W ici, le plan de symétrie qui est là,
la charge P qui est ici et la charge morte qui se retrouve, encore une fois, au même endroit. Donc, ce problème-là ici, c'est le même que le problème en haut à gauche. Hein? La seule différence, c'est que je l'ai tourné de 180 degrés. Donc, ici, là, ce que j'aurais, donc j'aurais ici LCF2, ici j'aurais LCF1. Donc, si je vais avoir LCF2, je vais encore rajouter la charge morte. Maintenant, si je m'intéresse à LCF1, à LC1 et LC2, je veux que du côté gauche, je n'ai pas de force P et que du côté droit, j'ai une force P. Donc là, ça va me donner ici une demi LC1 moins LC2. Et je veux que du côté gauche de mon équation, de ma structure, je me retrouve avec une charge W et pas de charge W de l'autre côté. Donc ici, ce que ça va me donner plus demi L3 plus LC4. Donc on voit ici qu'en combinant les chargements sur ma structure, je peux arriver à connaître la solution de mon problème. Donc, je voudrais insister encore une fois sur le fait que ici, la structure présente un plan de symétrie matérielle. Ça nous permet de ne mailler que la moitié de la structure. Maintenant, même si les chargements ne sont pas symétriques ou antisymétriques, on peut les décomposer en éléments simples et les combiner entre eux pour pouvoir solutionner le problème. Je rappelle aussi que si je ne maille que la moitié de ma structure, je ne connais la solution que sur la moitié de ma structure. Les éléments finis ont des nœuds que sur la moitié de la structure et c'est à cet endroit-là uniquement que je connais la réponse. Donc, pour arriver à connaître la réponse sur toute ma structure au complet, il faut que je combine mes chargements de manière astucieuse. Donc, on a vu ici que si je voulais calculer tout mon modèle, ici, je dois le décomposer en 5 chargements élémentaires. Il faut savoir ici que la complexité de la structure, c'est à peu près un problème qui va avec n à la 3. Donc, si on coupe par 2 la taille du modèle, on réduit considérablement les temps de calcul. Donc, il pourrait être intéressant ici, peut-être plus rapide, là, dépendamment du problème, de solutionner 5 petits problèmes plutôt qu'un gros problème complexe. Dans les cas qu'on voit dans le cadre du cours, c'est plus ou moins important parce que les calculs sont très simples, ça roule très vite, mais lorsqu'on a des modèles qui roulent sur plusieurs jours, si on est capable de combiner astucieusement des chargements pour réduire le temps de calcul, des fois, il peut y avoir des gains et des impacts très positifs. Donc, je vous invite à réviser attentivement la démonstration que j'ai faite ici pour être sûr de bien comprendre toutes les particularités. Le point clé ici, encore une fois, c'est que lorsqu'on met des conditions rives de symétrie et d'antisymétrie, on obtient la solution que l'on aurait obtenue si on avait maillé toute la structure. Mais comme on met des éléments finis que sur la moitié de la structure, on obtient la réponse que dans la moitié de la structure qui est maillée et non dans l'autre partie qui n'est pas maillée. Donc, c'est peut-être ça, c'est la notion là, qui est le plus difficile ici sur les combinaisons de chargement. Nous aurons l'occasion, évidemment, de mettre ça en pratique dans le cadre du TP numéro 1.